Alors, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour notre 7e soirée des rencontres. Je vais faire très court parce que la soirée est un petit peu longue, comme vous l'avez vu sur le programme. Donc, dans un premier temps, un film qui est un film documentaire, enfin qui relate en fait une histoire. Alors, je vais prendre mes notes parce que c'est assez complet. Donc, c'est un film dans lequel il y a des patients et des patients atteints d'Alzheimer et des soignants qui se rejoignent pour vivre une expérience thérapeutique dans une grande maison, une sorte de petit château, dans lequel il va y avoir du coup de la danse, de la poésie, pardon, de la musique, du théâtre. C'est une maison très ouverte dans laquelle les accompagnants ont aboli les blouses blanches. Et donc, c'est vraiment ce qui s'appelle les esprits libres et vivants, d'où le titre du film, donc les esprits libres. C'est une expérimentation inédite qui a été menée pour que les résidents retrouvent leur autonomie, leur créativité et leur lien social et que ça puisse contribuer à démystifier donc, la maladie d'Alzheimer. Ça interroge aussi sur les questions de grand âge, de l'EHPAD de demain et puis ça va évoquer l'art-thérapie et tout ce qui est vivre ensemble, intergénérationnel, à partir de petites choses simples à mettre en place. Voilà. Ce qui va nous permettre du coup d'enchaîner avec une table ronde avec 3 experts de la question de la mémoire et de l'art-thérapie. Juste après, nous aurons le tirage de la tombola. 2 joueurs de rugby club, du rugby club pardon, de Rumilly vont nous rejoindre pour faire le tirage. Et pendant que nous faisons le tirage, le buffet se mettra en place et vous pourrez donc poursuivre toutes les questions que vous aurez puisque le temps des questions sera un petit peu limité pour être dans le timing. Voilà, je vous laisse avec la projection. Alors, on va passer sur la deuxième partie donc, de la table ronde qui est prévenir et accompagner les troubles de la mémoire grâce à l'art-thérapie. Donc, une suite tout à fait logique de ce que nous venons de voir. Alors, il va y avoir 3 axes. Les 3 axes vont être pris individuellement parce que chaque intervenant a vraiment une spécialité. Alors, on accueille déjà Christine Robertson, orthophoniste, qui va nous faire un volet un petit peu plus médical et préventif sur ralentir le déclin cognitif, garder les capacités fonctionnelles et les patients à domicile. Ensuite, nous aurons Patrick Grillet, président de France Alzheimer Haute-Savoie, sur une partie plutôt sur le maintien du lien social, le soutien aux aidants et l'accompagnement aux familles. Et nous conclurons avec Claude Cartier qui va reboucler avec ce documentaire, puisque du coup, c'est la créatrice de la première chorale française pour les patients atteints d'Alzheimer. Et elle est aujourd'hui encore bénévole. Et donc, on va plutôt parler de mieux vivre avec la maladie, s'ouvrir aux autres et puis surtout rendre sa dignité aux patients. Et je crois que nous venons d'en avoir un très bon exemple. Alors, Christine, donc, du coup, vous êtes orthophoniste. Vous accompagnez des patients atteints d'Alzheimer, tant à domicile qu'au cabinet. Et du coup, pour vous, me disiez en préparant cette table ronde que c'est tout à fait stimulant pour les patients aussi de venir en rendez-vous. Et donc, on va parler ensemble du langage et de la mémoire. Je vous laisse la parole. Merci. Oui, ça marche. Donc, du coup, en effet, je suis orthophoniste. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce métier, mais l'associent peut-être pas forcément aux soins des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, que vous associez peut-être plus aux enfants. Mais les orthophonistes interviennent vraiment à tous les âges de la vie. Ça va du tout petit nouveau-né qui n'arrive pas à téter sa maman ou son biberon, jusqu'en effet aux personnes atteintes âgées, atteintes de la maladie d'Alzheimer notamment. Donc, comme on l'a vu dans le film, chaque personne est très différente dans sa maladie. On a vu toute la complexité quand même du soin pour accompagner ces personnes, pour les aider à vivre ce qu'elles ont encore à vivre. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans ce travail. Alors moi, je parle en mon nom parce que comme chaque patient est varié, chaque orthophoniste a aussi sa façon de faire. Même si tout est cadré, évidemment, nous, on intervient sur prescription médicale, comme les kinés. Les prescriptions, en général, elles sont données par des médecins ou des neurologues. On ne trouve pas assez. On trouve que c'est les neurologues, notamment, et même les médecins, pensent que les orthophonistes, il n'y en a déjà pas assez pour les enfants, donc on ne va pas les monopoliser pour les adultes, surtout pour les personnes âgées. Et moi, évidemment, je n'adhère pas du tout à cette option. Je trouve qu'à tout âge, si on a besoin d'aide et qu'on peut la donner, on est là pour ça.
pour nous, donc on peut intervenir en effet à domicile, au cabinet ou dans les EHPAD. Il y a quand même plusieurs EHPAD qui ont des orthophonistes salariés. Pas assez, encore une fois, parce que les structures n'ont pas les moyens. Alors, il faut faire des choix et c'est peut-être pas les orthophonistes les premiers choix. Donc, quand on a des prescriptions, nous, donc, moi, j'encourage, comme on le disait tout à l'heure, à ce que les patients qui peuvent, soit seuls, soit accompagnés, qui viennent au cabinet parce que je trouve que c'est plus stimulant. Pour nous, l'idéal, c'est que les patients viennent le plus tôt possible dans la maladie dès le diagnostic. Alors bon, il y aurait tout un débat à faire sur la pose du diagnostic, quand c'est fait, parce que, comme on le voit, alors ici, le patient, les personnes qui commencent à avoir des problèmes de mémoire, il y a la question, est-ce que c'est normal ou pas normal ? Qu'est-ce qui relève du vieillissement normal ? Qu'est-ce qui relève du vieillissement pathologique ? Et puis souvent, au sein des familles, la personne malade reconnaît pas, a du mal à reconnaître ses difficultés. Et c'est un gros challenge pour les aidants de les accompagner dans la démarche du diagnostic. Donc là, il y a déjà beaucoup de travail à faire à cet endroit-là. Et puis bon, une fois que tout ça s'est passé, le diagnostic qui se fait par un neurologue, souvent par des équipes, des journées dans des centres mémoire, alors on peut intervenir si le neurologue a bien prescrit. Et tout l'enjeu, ça va être de travailler dans un premier temps la mémoire. Donc, encore une fois, je ne vais pas vous faire un cours sur la mémoire, mais il y a différents types de mémoire sur lesquels on peut intervenir. Sur le langage, bien sûr, parce que là, on a vu que des personnes qui avaient quand même un bon langage, qui pouvaient s'exprimer. Mais au fur et à mesure de l'avancée de la maladie, ça va se perdre, les mots vont se perdre. Et quand on perd les mots, quand on ne trouve plus les mots, on ne peut plus communiquer. Et c'est vrai que moi, j'ai à cœur à ce que les patients puissent communiquer le plus longtemps possible et qu'ils restent en lien, donc avec leur famille, avec leurs soignants même. Donc voilà, le but, c'est d'avoir les patients le plus tôt possible qui puissent venir au cabinet. Et là, on fait plutôt des exercices un peu formalisés. Donc c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans ce qu'on a vu ici. C'est vrai que ça fait rêver. C'est une approche différente. Nous, c'est des exercices plus formalisés sur la mémoire, c'est cadré. Les patients, ils sont évalués par rapport à des normes. Donc, c'est un peu plus rigide, on va dire. Ça, surtout tant que les personnes sont encore fonctionnelles à domicile, où on leur explique que c'est comme de la kiné du cerveau, finalement, ce qu'on fait. On leur explique que si un muscle, on ne le fait plus travailler, la jambe ne va plus fonctionner. Et donc, on leur dit, pour le cerveau, c'est pareil. On fait des exercices pour faire travailler le cerveau pour qu'il fonctionne plus longtemps. Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, on va aller à leur domicile. Et là, l'enjeu, c'est vraiment suivant le niveau. Alors pareil, on peut voir, il y a vraiment différents niveaux d'atteinte, mais selon où la personne se trouve, on va s'adapter pour déjà que... Moi, j'ai aussi à cœur de réduire l'anxiété. On voit qu'il y a quand même des grands moments d'anxiété, c'est-à-dire que les personnes vont osciller entre j'ai pas de problème et oh là là, j'ai un problème, je me rappelle pas, c'est l'angoisse, qu'est-ce qui va se passer, quel jour on est, qui c'est cette personne. Donc c'est vrai que quand je voyais dans ce film, le projet il était courageux parce que on sait que moi je vois dans mon métier que la routine c'est important, ça aide à se repérer, à se cadrer. Par exemple, moi dans mon métier, quand je vais voir des gens à domicile, donc à domicile, ils sont en général plus malades que ceux qui viennent. J'ai à cœur déjà de les appeler pour les prévenir que je viens. Parce que comme ça, quand j'arrive, ils ne sont pas surpris, ils ne sont pas inquiets. Et on a un petit rituel. Quand j'arrive, on va s'asseoir, on va regarder l'agenda, voir quel jour on est. J'encourage les familles à noter des choses dans l'agenda parce que comme ça, on va faire... moi, je lis ce qui est marqué et puis je fais appel à leurs souvenirs pour qu'ils essayent. Ça les aide à faire remonter les souvenirs. Et puis après, on va faire les petits exercices un peu plus rituels, un peu plus spécifiques. Et puis après, l'idée, c'est de les faire parler
pour de vrai, d'être vraiment un communicant. Donc ça peut être de chanter ensemble, quand on a vu ici, ça peut être de lire un livre, ça peut être de parler de leur famille. À partir de ce qu'on a sous la main, c'est qu'ils puissent s'exprimer et parler pour de vrai et qu'on ait un vrai échange. Et ça, voilà, moi, je trouve que c'est la richesse du métier. Le but étant de les garder communicants et en lien le plus longtemps possible. Voilà, en quelques mots. Je ne sais pas si le timing est bon ou si je peux encore je peux aller plus loin. Donc, alors bon, on parle d'anecdotes, mais bon, c'est vrai que comme on voit ici, je trouve qu'il y a beaucoup de... quand on prend en soin ces maladies, il y a un aspect où par moment, on passe de très très bons moments parce que les gens rentrent bien en lien. Je ne sais pas, ils vont commenter sur ma coiffure qui est belle, sur le fait qu'ils sont contents que je sois venue les voir. Donc, on sent qu'on fait du bien aux gens. Donc, ça, c'est vraiment encourageant. Et à l'inverse, parfois, on reçoit toute leur anxiété dans ces moments-là où ils se rendent compte que ça ne va pas. Ceux qui arrivent au début me demandent s'ils vont guérir, si ça va passer. Ils se disent, mais on va faire ça combien de temps je vais pas... Combien de temps je vais venir vous voir? Alors, ceux qui viennent, moi, j'essaye de leur dire, on fait 2 fois par semaine pendant une période, puis après, on s'arrête, puis après, vous revenez. Parce que c'est dur de leur dire, en fait, vous n'allez pas guérir. Mais en même temps, je ne vais pas leur dire, vous allez guérir. Donc, se positionner, c'est toujours compliqué. Donc, nous, vraiment, moi, j'aime bien faire le parallèle avec le kiné parce que le kiné, ça parle. De dire, voilà, le muscle, là, il est en train de s'abîmer. Il faut qu'on le fasse travailler. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Et alors, j'avais dit que je voulais faire passer quelques messages de prévention, dont un qui est vraiment super important et qui n'est pas connu, c'est qu'il est, il est quand même prouvé scientifiquement que la perte auditive majore le risque de problèmes cognitifs. Donc, quand on parle problèmes cognitifs, il y a la maladie d'Alzheimer, mais il y en a d'autres, mais en tout cas, tout ce qui est l'atteinte, le déclin du cerveau. Et donc, c'est vraiment important, quand on atteint un certain âge, d'aller se faire contrôler l'audition et de se faire appareiller le plus tôt possible. Parce que quand on n'entend plus, le cerveau, il est moins stimulé. Alors déjà, il est moins stimulé, donc il va décliner plus vite. Et puis en plus, dans les conversations, on va lâcher un peu. Parce qu'au moment où on ne comprend plus, on n'entend plus, donc on va s'isoler. Et ça aussi, ça majeure le déclin cognitif parce qu'on sait que plus on est en lien, plus on fait d'activités, plus notre cerveau se maintient. Donc voilà, je vois qu'il y a quand même pas mal de têtes blanches dans l'assemblée. Donc allez tous faire contrôler vos oreilles. En plus, maintenant, les appareils auditifs, c'est très démocratisé. C'est tout petit, ça se voit à peine. Mais je vois dans ma patientèle et même dans mes amis, il y a une énorme réticence à aller se faire contrôler l'audition et porter des appareils, mais surtout pas, surtout les messieurs d'ailleurs. Les messieurs, je ne sais pas, ils ne veulent pas porter d'appareil auditif. Voilà, bon. En tout cas, c'est vraiment important parce que c'est prouvé que ça augmente de façon significative le risque d'avoir des problèmes cognitifs. Donc, sachant que maintenant, il y a des techniques vraiment très au point, il ne faut vraiment pas hésiter. Les autres messages de prévention, c'est ce qu'on nous dit tout le temps, c'est il faut faire des activités, il faut faire du sport, il faut bouger. Et puis après, il y a aussi tous les petits exercices comme les mots fléchés, les Scrabble, tous les jeux de mots. Ça va aussi évidemment contribuer à maintenir la santé du cerveau. Voilà. Il faut trouver des ORL, faut se mettre sur liste d'attente, il faut être patient, mais plus tôt on se met sur liste d'attente, plus tôt on finit par y arriver, mais c'est vrai que c'est un problème. Donc c'est vrai qu'au début, on entend des sons dont on n'a pas l'habitude, mais au bout d'un moment, le cerveau, il va les filtrer et il va retenir que les sons pertinents. L'exemple qui aide à comprendre ça, c'est par exemple, il y a des gens qui habitent par exemple à côté d'une route ou à côté d'un train. Au début, ils entendent tout le temps les trains, ça leur casse les pieds, ces trains, ils entendent que ça. Et au bout d'un moment, on les entend même plus. Parce que le cerveau, il s'est habitué et du coup, il va les filtrer
parce qu'il dit ça, c'est pas une information intéressante et il va se concentrer sur le reste. Mais avec les appareils, c'est pareil. Il y a des bruits. Et plus on les porte, les appareils, plus ça se fait vite. Et plus tôt on les met dans l'âge, plus le cerveau il va rapidement évacuer ces bruits parasites et donc s'y habituer. En parlant d'écoute, donc on va parler maintenant des familles, puisque c'est important de pouvoir entendre et écouter, mais c'est important d'être écouté également. Et donc, du coup, je vais passer la parole à Patrick Grillet, donc, qui est président de France Alzheimer Haute-Savoie depuis 2 ans. C'est une antenne qui a 38 ans en Haute-Savoie, avec 30 bénévoles et 3 salariés que Patrick va pouvoir présenter, et qui est surtout là pour aider à soutenir les familles et aider à garder le lien social. Pardon. Oui, tout à fait. Alors, je vais rebondir par rapport au film, parce que moi, je suis président Haute-Savoie, mais le président national est du Finistère. Et donc, ça a été tourné dans son département et je pense qu'il en est un petit peu à l'origine. Donc, lui aussi s'investit énormément dans cette association nationale, puisque cette association nationale est découpée après en départements. Donc, il y a 101 associations départementales. Voilà, et donc, chaque association départementale fait son programme d'activité, avec son organisation, avec les moyens dont elle dispose. On parle de bénévoles, de psychologues qui peuvent être soit salariés, soit sur prestation. Voilà, donc chacun a son budget, son propre budget, chacun fonctionne indépendamment, tout en bénéficiant d'un support national. Alors, sur la Haute-Savoie, on fait pas mal de choses, et puis je dirais, nos 2 psychologues sont très occupés. Ça commence par souvent des entretiens avec les familles lorsque les familles sont confrontées à cette maladie ou à ces maladies, puisque la maladie apparentée à la maladie d'Alzheimer. Et puis, très souvent, ça déboule très rapidement sur une formation pour les aidants, parce que ça devient difficile, forcément pour le malade, mais aussi pour son entourage. L'entourage, ça peut être le conjoint ou la conjointe, mais ça peut être également les enfants. Donc, ces personnes-là ont besoin de soutien, et donc avec la psychologue, mais aussi dans cette formation des aidants qui est gratuite, pour 5-6 séances, pour pouvoir appréhender la maladie d'une part, voir un petit peu différents cheminements, les aides possibles, et puis les étapes qui amèneront peut-être, et je dis peut-être, vers une entrée dans un établissement, ce qui n'est pas forcément souhaitable, le plus tard possible, si on peut garder à domicile avec des soins professionnels ou des aides, beaucoup d'aides, c'est quand même idéal, mais ce n'est pas toujours possible. Tout dépend du stade de la maladie. Donc, voilà, donc il y a ces formations des aidants que moi je pousse vraiment à ce que ça soit développé. Alors, de temps en temps, il y en a sur Rumilly, sur Rumilly, on fait également une détente des aidants qui est un lundi par mois à Dométis, où là, c'est plutôt les aidants qui viennent, c'est un genre de groupe de parole, qui viennent discuter entre eux, et puis notre psychologue peut aussi aiguiller un petit peu sur leurs difficultés. Et là, on est dans un groupe de parole collectif. Donc, après, on a des séjours vacances, et là, ça rebondit sur le film. On organise 2 séjours vacances. Alors, un séjour vacances avec des couples aidants, aidés. Et donc, ça se passe, je crois, je ne sais plus si c'est à Samoa. Et puis, donc ça nécessite des bénévoles, des infirmières, une infirmière, pour pouvoir encadrer ces séjours vacances. Et ça ressemble étrangement à ça. Et les gens qui participent trouvent ça génial, puisque c'est un moment de répit. Même si l'aidant vient avec ce malade, c'est vraiment un moment où ils font autre chose, ils font des sorties. Et là, je reviens sur le lien social. Le lien social, c'est primordial dans cette maladie. Il faut surtout ne pas s'isoler. Il ne faut pas isoler la personne qui est malade, mais il ne faut pas isoler également l'aidant. Parce qu'on a tendance à se resserrer tout seul, et puis de voir moins de monde. Les gens ont peut-être pas envie de venir vous voir, mais c'est un peu... Donc, c'est compliqué. Donc, il faut pousser à ce que les familles ne s'isolent pas.
Et donc, nous, on essaye de les aider à ce qu'elles ne s'isolent pas. Et ça, c'est aussi un moyen de lutter en précaution, hein, au-delà de tout ce que vous avez dit, et j'approuve complètement, c'est d'éviter tout ça. Dans la précaution, je rajouterais aussi l'aspect physique. Hein, la marche et tout ça, c'est très, très important. Monter des escaliers, pour ceux qui en ont, c'est aussi important. Éviter de prendre l'ascenseur pour 2 étages. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a des études qui prouvent que on pourrait limiter la maladie d'Alzheimer de 45% si on arrivait à avoir tous les bons moyens de vivre. Ça passe aussi par la nutrition, hein, avoir une nutrition saine, mais tout ce que l'audition en fait partie, c'est un des plus importants. Donc ça, voilà. Je reviens sur les séjours vacances. Il y a un deuxième séjour vacances qu'on fait, mais là, c'est pour les personnes seules, qu'elles soient endeuillées ou dont le conjointe est en établissement, qui aiment bien aussi se retrouver, avoir un moment de répit pour les aidants ou les personnes endeuillées. Voilà, donc on organise, nous, 2 séjours vacances et au niveau national, ils organisent 15 ou 20 séjours vacances dans toute la France, dans des belles destinations. Et là, il y a des destinations où il y a des malades aussi, exactement comme on a vu dans le reportage. Et là, ça demande beaucoup plus de moyens humains, puisque là, on a bien vu, hein, il y avait à peu près une personne par malade. Hein. Ça nécessite des moyens, c'est très beau. Mais aujourd'hui, développer ça à grande échelle, c'est un rêve. C'est un rêve sur lequel on pousse, mais c'est un rêve financier que trouver le moyen d'équilibrer tout ça. Hein. Voilà. Donc, il faut être aussi... Et puis bon, on essaye de se rendre visible et je remercie votre fondation, de me donner la parole pour être visible le plus possible. Alors, on est dans tous les forums dans le département, hein, mais bon, voilà, des événements comme celui-là, c'est merci et puis on essaie d'organiser des conférences avec des chercheurs. On avait fait une l'année passée. L'année passée, je rejoins aussi le film. On avait fait Fleur de coton, on avait fait du yoga du rire. Une séance de yoga du rire qui avait été très, très appréciée. Il y a 2 ans ou 3 ans, on avait fait de la danse à Domitis avec Claude. Voilà. Bon, on essaye de faire des choses un peu différentes, en général autour de la journée mondiale qui se déroule vers le 21 septembre. Hein. Donc, dans le département, on essaye de se répartir. Donc, nos 30 bénévoles courent à droite et à gauche. On n'a toujours pas assez de bénévoles pour faire plus d'activités. Et je reviens sur l'art-thérapie. Hein. On pourrait aller dans de la musique, on en a vu. On peut aller dans des arts plastiques. Hein. Même les découpages, le collage, comme on faisait à l'école maternelle, c'est apprécié. On peut aller dans le théâtre, dans le mime, dans le yoga du rire, donc, il y a plein d'activités qu'on pourrait faire. Les jardins thérapeutiques aussi, qui peuvent être assez intéressants. Voilà. Mais après, c'est en fonction des moyens, comme je disais, des bénévoles, souvent, et puis des moyens financiers. Bon, ça, on arrive quand même à équilibrer le budget. Voilà, mais ce qui est important à retenir, c'est le lien social et profiter des bons moments pour les personnes qui confrontés à cette maladie, profiter des bons moments. Et là, on a vu dans le film qu'il y a vraiment de très beaux moments et qui font plaisir. C'est pas tout noir, il y a beaucoup de joie. Voilà, donc profitons de nos êtres. Je pense que... Alors, oui, voilà, après, derrière, je crois qu'il y a un petit... si des gens ont des questions plus personnelles, j'y répondrai volontiers. J'ai un petit peu de documentation, comment communiquer avec un malade, la formation des aidants, pour les enfants aussi, hein, les petits-enfants. Là, on voyait les petits-enfants dans le film, comment le petit enfant, comment communiquer au petit enfant, de parler à son grand-père ou sa grand-mère. Hein. Il y a quelques petites documentations que je peux remettre si ça vous intéresse. Et puis, si vous êtes confronté ou si dans votre entourage,
des amis, etc., ont des soucis, qu'ils n'hésitent pas. On est au 7 rue de la Gare à Annecy, pas loin. Donc, profitez-en, venez nous voir, on répondra à vos questions. Claude. Merci. Alors, je vais présenter Claude, qui connaît bien France Alzheimer, puisque du coup, elle y a été bénévole longuement. Claude qui, du coup, a créé cette première chorale pour personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ici à Remilly, à l'EHPAD des Coquelicots, une expérience qui a duré 10 ans et dont elle va nous parler. Mais peut-être, en préparant cette table ronde, du coup, Claude, vous m'avez dit ce qui vous anime, c'est de rendre la dignité à la personne. Donc, c'est ce qu'on a pu voir aussi dans ce film. Et pour vous, ce qui est important, ce qui vaut plus que tout, c'est le cœur et c'est la satisfaction, du coup, d'attendre son retour. Et donc, je crois que c'est un petit peu ce que vous avez mis dans ce projet à l'EHPAD des Coquelicots. Et aujourd'hui, vous intervenez toujours aux 2 EHPAD Beaufort et Cèdre. Si vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous avez fait. Oui, alors le plus important pour moi, c'était effectivement la dignité, parce que dans ma vie, j'ai été touchée personnellement il y a 13 ans par un problème de santé. Et on se rend compte que quand on a une pathologie, n'importe quelle soit-elle, on vous met un peu dans un placard, on ferme à double tour et on vous oublie. Et on oublie justement que les gens, ils naissent avec leur dignité et doivent mourir avec leur dignité. Donc cette grande aventure a commencé effectivement au Coquelicot à Rumilly, suite à la rencontre avec une personne qui était l'épouse d'un résident à l'époque à Rumilly, qui m'avait demandé, moi étant présidente de chorale et choriste moi-même, si mon chef de chœur voulait bien venir de temps en temps faire chanter les personnes des Coquelicots, parce qu'ils n'avaient rien, ils n'avaient pas de chorale, pas d'animation, rien du tout. Donc effectivement, je me suis trouvée confrontée à quelque chose d'extraordinaire, parce que j'avais tendance beaucoup à faire des petites chorales avec les enfants, à Marcelaz-Albanais, avec les écoles, mais jamais avec des personnes qui avaient une pathologie d'Alzheimer. Donc, je me rappellerai toute ma vie, c'est une aventure extraordinaire. La première fois que j'ai commencé, c'était le 14 février, donc le jour de la fête des amoureux, et Dieu sait que ça a été marquant, 2013. Donc, je suis arrivée, j'ai été reçue par l'animatrice de l'époque. J'avais préparé donc des partitions, mais des partitions en valeur avec ces personnes, c'est-à-dire le petit vin blanc, la java bleue, les chansons de Tino Rossi, etc. Donc, partition, je parle par partition, non pas musicale, mais simplement les paroles. Donc, je suis rentrée au Coquelicot et je me suis dirigée vers cette unité qui s'appelait Pasnaille. Je suis donc arrivée dans cette unité Pasnaille et je me suis retrouvée avec des personnes. Il y avait des grandes tables et tout autour de ces tables, il y avait des personnes qui m'attendaient, qui étaient assises. Et à l'époque, je pense qu'il y avait déjà une 40aine de personnes parce que les unités étaient venues et donc ils m'attendaient. Donc je me suis présentée, j'ai dit que j'étais Claude, que je venais faire un essai avec eux et que pendant 1 heure, on allait échanger des chants qu'ils aimaient bien, etc. Et je me suis confrontée avec une résidente qui s'appelait Denise, qui était magnifique. Maintenant, elle est retournée vers les étoiles, mais elle m'a marquée. Elle a sorti de son sac boule bleu ciel un énorme réveil, un peu le genre de réveil que vous voyez dans Alice au pays des merveilles, quand le lapin sort en réveil pour courir après le temps. Elle a posé ce réveil sur la table et elle m'a dit « pas plus d'1 heure ». Donc là, je vais vous dire que ça jette un froid. Mais je me suis dit, je ne vais pas me laisser, je vais pas abandonner comme ça, c'est pas possible. Et on a commencé à chanter. On chantait et tout. Et au bout d'1 heure, moi-même, je me suis arrêtée. Et là, elle me regarde, elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je dis, je m'arrête, vous m'avez dit pas plus d'1 heure. Allez, allez, on continue. Elle a pris son réveil et elle l'a rentré dans son sac. Et ça a été la plus belle aventure de ma vie. Et c'est comme ça que j'ai commencé, donc, avec cette chorale. Donc après, j'allais régulièrement, 1 fois par mois, les vendredis. Je passais à peu près 2 heures, 2 heures et demie de temps avec eux. Donc chaque unité, il y avait 5 unités, on tournait pour que tout le monde puisse venir chanter. Et petit à petit, on a préparé des concerts. On a été invités aux 30 ans de France Alzheimer à Bonlieu. On a fait un tabac. On a fait des concerts également au Quai des Arts.
Les personnes, les familles nous suivaient, venaient également. On avait les familles qui étaient avec nous, qui nous soutenaient. On a fait un concert également au plan d'eau de Rumilly. C'était magnifique aussi. On a fait des concerts en interne dans les coquelicots et on avait invité les patoisans de l'Albanais qui étaient venus également renforcer pour être avec nous et pour nous soutenir. Et ça a été une très très belle aventure. Et je me suis dit, à quelque part, j'ai servi à quelque chose parce que je leur ai rendu vraiment leur dignité. Parce que les gens étaient épatés, que ce soit les familles, que ce soit les personnes qui venaient nous écouter quand on avait justement ces concerts, de voir leurs yeux ébahis et de se dire « mais ils sont magnifiques ». Ils sont magnifiques et c'est ça le mot le plus beau que j'ai trouvé. Ils sont magnifiques, ils sont réels et ils m'ont donné à chaque fois que je les ai rencontrés avec beaucoup de valeurs humaines, mais surtout des leçons de vie extraordinaires. Franchement, une leçon de vie, de vivre, d'avoir envie de vivre, d'avoir envie de continuer à être là, même que cette pathologie était là avec eux. Ils ne se rappelaient pas mon prénom, c'est évident. Mais quand j'arrivais, ils disaient « la chanteuse est là ». Et voilà, c'était une belle récompense pour moi. On a fait également un concert avec ma chorale personnelle à Marcellaz-Albanais. On les a emmenés à l'église. On a fait un concert il y a quelques années également. C'était au profit des coquelicots. Avec l'animatrice, on avait ciblé un petit peu ce qu'elle avait besoin pour pouvoir leur faire de la pâtisserie, pour pouvoir leur faire de la musique en tapant sur des tambourins, etc. Et je vais vous dire franchement, c'est eux qui ont beaucoup plus eu on va dire, de félicitations pour le concert que nous-mêmes, ma propre chorale. Donc, j'étais très, très fière de ce que j'ai fait, effectivement. Et je continue toujours parce que pour moi, le chant est important. Le chant est important, le chant nous fait vivre et il nous fait voyager. Quand on commence une chanson, on vit sa chanson et c'est vrai que c'est avec le cœur qu'on chante toujours. Et de donner quelque chose à quelqu'un avec le cœur, sans rien demander en retour, parce qu'il y en a beaucoup qui donnent, mais qui attendent du retour, ben je trouve que non. Parce que quand on donne avec son cœur, on reçoit avec le cœur. Et c'est pour ça que je trouve que, pour moi, ces personnes sont adorables. Et donc, je vais au Cèdre, je vais à Beaufort. Depuis 5 ans, je vais également à la Maisonnée du Lac à Saint-Joriose, où j'ai été confrontée à une autre pathologie qui s'appelle la sclérose en plaques, et que ce sont des personnes qui sont magnifiques également. Et pareil, ce sont des personnes qui, à chaque moment de ma vie, m'apportent une leçon de vie. Et même toutes ces personnes que j'ai connues qui sont parties, pour moi, elles resteront toujours dans mon cœur, parce que c'était une petite boîte qui s'ouvrait. Elles mettaient un morceau de leur cœur et on refermait la boîte. Et ça, c'est très important pour moi. Voilà. Merci Claude. Et c'est là que l'on voit du coup l'importance de l'art-thérapie. Et là, on le voit dans le chant avec justement le lien aux familles, puisque ce sont des concerts qui sont ouverts aux familles. Et ça permet aussi aux familles de pouvoir se voir qu'il y a encore des capacités chez ces personnes, à ces personnes de pouvoir justement se sentir elles-mêmes. Et on l'a entendu à la fin du film de dire « je peux décider pour moi-même aussi ». Et puis du coup, bien sûr, avec la mémoire et avec le langage dont on parlait, puisque du coup, j'ai questionné Claude lorsque l'on a préparé cette table ronde sur mais comment se souvenait-il des paroles, de la musique, etc. Et donc, c'est du chant a cappella. Et ça les fait travailler notamment sur la mémoire. Et donc, ça permet aussi de garder des capacités. Et donc, je crois que cet ensemble-là de ce que vous venez de dire, du coup, c'est aussi comment mieux vivre le temps présent, le temps qu'il reste, mais aussi de pouvoir, comme ça, garder cette capacité à communiquer avec son prochain. On va passer, on a une dizaine de minutes pour pouvoir passer aux questions. Je vais juste vous demander, parce que du coup, avec la captation, on n'entend pas les questions autrement, donc on va faire passer un micro, et puis je vais laisser celui-ci à nos intervenants pour y répondre. Merci. Les questions. La première, toujours plus difficile à poser. Ah. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt un témoignage.
le chant, comme ça, ces personnes, elles peuvent apporter tous les chants qu'elles ont connus quand elles étaient jeunes. À un moment donné, là, dans le film, il y avait une personne qui tenait le rôle de médecin et qui dit « ça fera 1000 francs ». Mais 1000 francs, c'était quoi? C'est 10 nouveaux francs. Moi, quand j'étais gosse, j'entendais toujours les gens qui parlaient tout le temps avec les anciens francs. Alors, et du coup, dans le film, j'ai dit, mais non, elle parle comme à l'âge où elle avait. Quand j'allais voir ma mère à Chabanneau, elle me demandait des nouvelles des gens du village. Un jour, elle me dit, et Raymond, il est marié? Il y a longtemps. Ah oui, parce que le fameux Raymond, c'était le maire du village. Elle me parlait des gens quand elle était jeune, quand elle était même plus jeune que moi quand j'allais la voir. Et bon, je rentrais un peu dans le truc et je lui donnais les nouvelles des gens, quoi. C'est vrai, en fait, on revient en enfance quand on a la maladie et on conserve quand même de la mémoire ancienne. Dans la mémoire, c'est compliqué, dans le cerveau. Moi, je suis pas médecin, mais la mémoire ancienne reste. Et donc, les paroles des chansons, pour revenir, elles sont là. Et donc, et ils sont contents de les retrouver. Et une autre question? J'étais même stupéfaite de voir que même sans avoir les partitions, il se rappelait sans problème toute la chanson. Alors que moi, j'avais besoin de prendre la partition parce que je la connaissais pas par cœur. Voilà, c'était pour ça, c'est fabuleux. Puis alors, pour rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure, ce que je trouvais extraordinaire, c'est qu'il voyait à chaque fois que je venais les chaussures que j'avais avec des brillants dessus. Ou alors si j'avais changé de coiffure, le pull que j'avais, la robe que j'avais. Il remarquait et il me félicitait et ça me touchait énormément. Moi, j'ai un petit témoignage de l'année passée. On avait organisé la journée mondiale un bal. Moi, pour revenir un petit peu, un bal à l'ancienne avec un petit orchestre qui était très sympa. Il n'y a pas eu beaucoup de monde, c'était sur Annecy, il n'y a pas eu beaucoup de monde, mais on a eu une satisfaction énorme. C'est qu'il y a un monsieur qui a dansé. Mais il était tout seul sur la scène, mais il dansait, il était en pleine forme. Et sa femme est venue nous voir et elle a dit, mais jamais il n'a dansé durant sa vie. Jamais il n'a dansé. Il refusait, moi je dansais, mais lui, il dansait jamais. Et comme quoi, la musique, a fait que, et puis des inhibés, et puis derrière, il s'est mis à danser et il était aux anges. Voilà. Oui, juste la question des aidants, c'est vrai que c'est même dans notre métier, c'est vraiment très important. Et c'est vrai que nous, on essaye d'aider les aidants. On les oriente évidemment vers votre association. Mais c'est vrai que tous les aidants ne sont pas prêts à faire la démarche. Et ce risque d'isolement, c'est vrai que parfois, en tant qu'orthophoniste, on se sent vraiment seul. Parce que suivant la qualité de l'aide qui est apportée au patient qui est malade et la capacité qu'ils ont à se faire aider, ça va impacter ce qu'on peut apporter aux patients. Et c'est vrai que je ne sais pas ce qu'on pourrait faire pour les inciter à plus se faire aider, ces gens-là. Je trouve que c'est... Et puis, en effet, aussi à participer à des activités. Même, il y a quand même des accueils de jour maintenant qui se font. C'est quand même des moments riches pour les patients de voir d'autres personnes. Ça fait du répit pour les aidants. Et c'est vrai que ça, c'est un enjeu super important aussi et face auquel on est parfois un peu démunis. Pas de baguette magique? Non.
Non, d'autant plus que les personnes sont réticentes à y aller. L'accueil de jour, c'est franchir déjà, c'est une première étape vers l'EHPAD. Hein, donc, ouais, c'est compliqué. Donc, nous, à Annecy, on a fait un atelier de mobilisation cognitive le premier lundi, non, tous les lundis, l'après-midi, qui est une étape intermédiaire. Alors, c'est vrai que c'est plus facile pour des gens d'Annecy, hein, mais de Rumi, on peut prendre le train et puis y aller. Ça fait une balade, ça fait une sortie. Et justement, c'est ça qu'il faut essayer de favoriser. Mais faut-il encore qu'il y ait un aidant qui soit disponible pour sortir, aller à la capitale, hein, je peux te dire comme ça, pas la capitale albanais, mais la capitale de la Haute-Savoie. Et puis derrière, franchir des étapes. Et puis, pour l'aidant, ça peut être aussi du répit, c'est-à-dire pendant les 2 heures, 2 heures et demie de cet atelier, lui, il peut aller, lui ou elle peut aller faire quelques courses, et c'est pas désagréable d'aller faire quelques courses à Annecy. C'est un exemple pour aller vers différentes étapes. D'autres questions? Non? Alors, vous aurez le temps, du coup, ensuite, on va faire le tirage de la tombola et puis vous aurez le temps pendant le buffet et puis pendant qu'on fait le tirage également, du coup, de pouvoir poser vos questions. Et peut-être, du coup, simplement pour conclure cette première partie de soirée, du coup, peut-être qu'on peut se dire que justement, l'art-thérapie et l'intérêt, c'est de ne pas oublier et de ne pas être oublié non plus, parce que c'était aussi ça, lorsque l'on a échangé, qui était important de ne pas se sentir comme être un poids et être une tare pour la société, mais y prendre sa place entière. Et je crois que c'est ce que l'on a vu, en tout cas, à la fois dans vos témoignages et à la fois dans le film ce soir. Je vais vous présenter rapidement Alia. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent, mais ça va donner... comme vous voulez. Mais ça va donner du contexte à ce que nous allons faire juste après, qui est du coup le tirage de la tombola. Merci beaucoup. Qui est du coup le tirage de la tombola solidaire d'Alia. Alors, Alia, je n'ai pas le visuel du coup derrière, mais du coup, Alia, c'est un fonds de dotation qui est à la fois un soutien financier pour des associations et un soutien nature pour certaines, mais c'est également depuis maintenant, pour la 2e année, Alia porte Apogée. C'est un programme territorial pour le bien vieillir et la création de liens sociaux intergénérationnels avec 4 branches, et la 4e vient d'arriver, est en cours. Donc, la première chose, ce sont des ateliers en EHPAD. Qui sont assez originaux, notamment autour de produits de la ruche, mais pas seulement. Il y a des ateliers d'écriture, il y aura des ateliers sur la biodiversité et prochainement un atelier très interculturel, puisque du coup, il va y avoir des choses avec le peuple de l'Arctique et des résidents en France. La 2e partie, donc, ce sont ces soirées, les rencontres que l'on a. Là, c'est la 7e. La prochaine aura lieu le 14 janvier sur le jeunisme et les zones bleues. Et puis, nous avons également eu le premier Forum des seniors, un événement grand public, mais qui, du coup, a encore besoin de trouver sa portée intergénérationnelle et on va y travailler justement. Et notre 4e partie de projet sur Apogée, ce sont des triporteurs dont vous avez déjà entendu parler. Et alors, ils arrivent, ils ont été commandés et ils arrivent dans très, très peu de temps. Donc, on fera un événement de lancement vraisemblablement au moment du marché de Noël à Rumilly. Et puis, ce sera un lancement début de l'année, certainement au mois de janvier. On est en train d'y travailler avec un certain nombre de partenaires. Et parmi ces partenaires, nous avons... Ah oui, et puis du coup, vous pouvez être bénévole si vous le souhaitez, mais on vous en parlera ultérieurement.